Francis Allais, vous êtes un botaniste, vous êtes un scientifique, mais vous êtes aussi un poète. Vous avez rédigé un atlas botanique poétique. Comment on allie ces deux passions? Pourquoi c'est si important pour vous? Ouais, je voudrais vous expliquer ça parce que pour moi c'est très important en effet le recours à la poésie. Le langage scientifique, je l'aime bien, c'est le langage que j'utilise, mais il a ses limites. Alors quand on arrive à la limite, eh ben, soit on laisse tomber, soit on embraye sur un autre langage qui n'a pas de limite, c'est le langage poétique. Et donc finalement il vous permet d'aller plus loin dans cette description des plantes. Oui, mais ça repose sur des bases très sérieuses. Je ne sais pas quelle est la situation en Suisse, mais en France, on a eu des poètes qui sont allés incroyablement plus loin que nous, avec une espèce de sensibilité. Je pense à Paul Valéry notamment. Il était plutôt mathématicien, mais il a eu des intuitions en botanique absolument incroyables. Et je m'aperçois que nous, pauvres scientifiques, on court après des gens comme ça. Alors, donc ça donne une dimension supplémentaire à ce que vous faites. Ouais. Et puis je pense, c'est évident que la nature est poétique. Si on n'est pas sensible à ça, il ne faut pas s'occuper de nature. Quand vous vous promenez dans un jardin botanique comme celui d'ici, celui de l'Université de Fribourg, est-ce que, après avoir parcouru le monde, avoir mené tant d'expéditions, vous avez un peu l'impression de visiter des plantes en captivité? Oh, pas du tout. Ah non, les plantes, c'est jamais en captivité. Oui, ça m'amuse, ça. Il y a des jardins zoologiques, n'est-ce pas? Oui, c'est à ça que je pensais. Eh bien, quand un animal se sauve, en 48 heures, il a une balle entre les deux oreilles et il est tué. Bon, maintenant, prenez un jardin botanique, une plante qui se sauve parce que la graine est emportée par le vent. Elle va se ressemer, je ne sais pas où. Il ne se passe rien du tout. 20 ans après, il y a un écolo un peu futé qui dit « Tiens, mais c'est bizarre cette plante du Venezuela au milieu de la Suisse. » Mais comme ça ne pose pas de problème immédiat, je crois que tout le monde s'en fiche. Impossible de la retenir. Mais non, et puis il n'y a pas lieu de s'en offusquer, ça va, ça gêne pas. Et donc, alors, les animaux sont pas libres, mais les plantes le sont beaucoup plus. Et celui-ci, comment vous le trouvez? Parce que vous en avez vu des centaines. Oui, je viens de faire un bouquin sur les jardins botaniques, je ne sais pas si vous l'avez, Nicolas. Oui, ben écoutez, Ah, c'est bien, il y a des plantes que j'adore. Les minas. Sur la droite des hippomées. Les bleus? Non, ou celles qui sur sont la droite. rouges là? Ouais. Quand on se promène dans un jardin comme ça, même vous découvrez encore, vous continuez à admirer les plantes. Mais on ne se lasse pas. Il n'y a pas de raison de cesser de les admirer, elles ne sont pas moins belles qu'avant. Mais non, mais c'est vrai. Donc et puis dans toutes les collections botaniques, même les plus petites, je tombe sur des plantes que je ne connais pas. Encore? Oui. Voilà, c'est comme ça. Vous avez comparé tout à l'heure les plantes, le jardin botanique et le jardin zoologique. Je crois savoir que vous êtes passé de l'étude des animaux au choix d'étudier la botanique. Parce que vous trouviez que les plantes sont plus surprenantes que les animaux. Vous pouvez m'expliquer ça? Au début, elles ne m'intéressaient pas du tout. D'accord. Et donc, comme tous les étudiants à l'université, je me suis lancé, enfin tous ceux qui veulent faire de la biologie, je me suis lancé dans les animaux. J'étais même allé assez loin. J'ai commencé à publier sur des microfossiles, enfin bon, peu importe. C'était animal au début. Et puis un jour, j'ai eu comme si je me retirais un scotch de devant les yeux. Et je me dis, mais les plantes, c'est beaucoup plus astucieux. Nous autres, pauvres animaux, nous avons l'air bêtes. C'est pas nous qui tenons les clés de la planète. Alors, je n'ai rien contre les animaux, hein. D'ailleurs, j'en suis un moi-même, donc je suis obligé d'être un peu tolérant. Je crois que ça va être la thématique de votre conférence ce soir. Vous allez comparer les plantes et les animaux. Oui, et je voudrais montrer que, contrairement à une idée reçue, les plantes ne sont nullement inférieures aux animaux. Je peux même démontrer qu'elles sont supérieures dans beaucoup de domaines. Vous pouvez me donner un exemple? Prenez simplement les dimensions. Bon, c'est ce qu'il y a de plus trivial, mais Attendez, l'autre jour à la télé, j'entends un capitaine de baleiniers, j'ai oublié son nom, un type très connu qui fait la chasse aux baleiniers. D'accord.
Et alors il voit une baleine qui sort près de son bateau et il dit « Le plus grand être vivant du monde ». Il se fout du monde, ce type-là. Vous prenez un séquoia, c'est 40 baleines. En effet. Il est fasciné par les animaux, c'est normal. On revient peut-être à la poésie de votre travail. Vous avez mené pendant 30 ans une expédition qui a un nom que je trouve extrêmement poétique, c'est le Radeau des Cimes. Et n'en parlez pas au passé parce qu'on repart l'année prochaine. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu le nom de cette expédition? À quoi ça correspond? Alors ça c'est intéressant parce que ça remonte à 1982. Un jeune collègue américain qui s'appelle Terry Irwin, il a démontré que l'essentiel de la faune, lui c'est un entomologiste, donc c'est les insectes qui l'intéressaient, l'essentiel de la faune est dans la canopée, dans le haut des arbres. 1982, je me suis dit, il faut qu'on aille travailler là-haut. Il n'y avait pas de moyens commodes pour y aller, ou alors il fallait être un athlète et grimper le long des cornes. Enfin, il y en a qui peuvent le faire, mais on ne peut pas travailler paisiblement dans ces conditions-là. Donc on s'est mis à 3. Moi j'étais un peu celui qui donnait ce que j'avais envie de faire. Il y a eu un pilote et un architecte. Et on a créé ce Radeau des Cimes, qui marche depuis. Et donc vous passez au-dessus de la canopée pour étudier les arbres. On décolle d'un endroit nu, et le radeau est transporté par un dirigeable. Ensuite on avance horizontalement au-dessus de la forêt. Et quand on a trouvé un coin qui nous plaît, on le descend et on largue le dirigeable. Et donc le dirigeable... Vous restez là. Oui, on reste là. Une semaine, 10 jours, 15 jours, peu importe. C'est incroyablement poétique. Il me semble aussi. Mais... Et finalement, vous avez appris quoi là-haut? On est tombé sur la plus haute diversité du monde. C'est l'endroit le plus vivant du monde. Il y a 2 sortes de personnes à qui je déconseille ce boulot-là, ceux qui ont le vertige et ceux qui n'aiment pas les petites bêtes. Et j'ai eu l'impression, en me renseignant un peu sur vous, que vous en êtes redescendu assez sévère. Je vous ai entendu dire que finalement ce qui pourrait arriver de mieux aux plantes, c'est que l'homme disparaisse de la planète. J'en suis désolé, mais je persiste et signe. Prenons pas les plantes en général, prenons les arbres. Ils ont un ennemi, c'est nous. Alors quand je dis ça aux forestiers, ils me disent « Mais non, tu dis des bêtises ». En 99, il y a eu une énorme tempête, je pense que vous l'avez eu ici aussi. Des milliers d'arbres par terre, etc. Ou alors des maladies qui... Bon. Et moi je prétends que ça, c'est pas les véritables adversaires des arbres. Les arbres qui sont tombés en 99, c'est ceux qui avaient été mal plantés, avec les racines tortillées, et ceux qui avaient des fibres trop courtes. Alors si vous éliminez ces arbres-là qui sont faibles d'une manière, vous préparez pour l'avenir une population beaucoup plus forte. Alors l'homme, lui, là-dedans, c'est complètement différent, parce que ça c'est mon problème quotidiennement dans les tropiques. Ils arrivent dans des forêts et ils prennent au contraire les arbres les plus grands, les plus droits, les plus beaux, celui qui vont donner le maximum de fric dans le minimum de temps. Ça, c'est complètement contre-productif sur le plan évolutif, parce qu'il ne reste que les moins beaux. Bien sûr. Voilà. Donc les plus faibles. Donc les plus faibles, donc ce n'est pas les meilleurs. Donc on est en train de préparer, avec l'exploitation des forêts tropicales, on est en train de préparer un avenir qui va être de moins en moins beau. Donc vous ne le voyez pas très gai, cet avenir? Tel qu'il est parti, non, il n'y a même pas d'avenir du tout, à vrai dire. Et nous, finalement, là en bas, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Quelles seraient les 3 leçons que vous nous donneriez? Je n'ai pas de leçon à donner. J'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Simplement, j'essaye de valoriser dans la tête de mes contemporains les arbres et les forêts. Et si on devait retenir une chose de vous, ça serait quoi? Vous croyez qu'il y a besoin de retenir quoi que ce soit? Personne n'est indispensable. Non, simplement que la découverte des plantes m'a beaucoup apporté. Et les animaux, je les aime bien, mais j'arrive pas à les prendre au sérieux. Ils me font marrer. Ce qui est une bonne chose aussi. Oui, sans doute. Merci beaucoup. Je vous en prie.